Le 1er août 1976, Niki Lauda a averti tout le monde de ne pas courir. Il s'est tenu devant 24 autres pilotes et les a suppliés de boycotter le Grand Prix d'Allemagne. La piste était un piège mortel, avec presque aucun équipement de sécurité, mais le vote a été de 24 contre 1 contre lui. Ils l'ont traité de peureux et se sont moqués de ses craintes. Quelques heures plus tard, Lauda était piégé à l'intérieur d'une Ferrari en feu pendant 55 secondes. Son casque s'est détaché. Son visage était exposé aux flammes. 4 pilotes ont risqué leur vie pour l'extirper. Ce qui s'est passé ensuite a choqué le monde encore plus que l'accident lui-même. Niki Lauda est né le 22 février 1949 à Vienne. Sa famille était riche et dirigeait une entreprise de papier, et elle s'attendait à ce qu'il suive cette voie. Mais Niki était attiré par quelque chose de plus bruyant et de plus rapide. À 18 ans, il a secrètement contracté un prêt avec l'aide de sa grand-mère et a acheté une Mini Cooper rouge. Il a commencé à courir dans les collines d'Autriche sous un faux nom pour que son père ne le découvre pas. En décembre 1967, il s'est écrasé contre un rail de sécurité lors d'une des courses. Cet accident n'a pas seulement cassé le phare, il a révélé son secret. Le rapport d'assurance est revenu à son grand-père, Hans Lauda, qui était furieux. Hans a averti Niki que s'il continuait à courir, il serait exclu de la fortune familiale. Mais Niki ne s'est pas arrêté. Il a dit plus tard qu'aucun bilan ne pourrait jamais remplacer le frisson du chronomètre. Au moment où il a terminé ses études, il avait déjà participé à 18 courses, en avait gagné 2, s'était cassé le nez et avait créé un profond fossé avec sa famille. Ce moment a donné le ton à tout ce qu'il allait devenir. À 19 ans, Niki a fait quelque chose d'encore plus risqué. Il est entré dans une banque à Vienne et a utilisé sa police d'assurance vie pour obtenir un énorme prêt d'une valeur d'environ 525 000 $ d'aujourd'hui. Il l'a utilisé pour acheter une voiture de Formule Fouet et courir à plein temps. Il a même falsifié la signature de son père pour l'obtenir. La famille l'a découvert lorsque son nom est apparu dans les journaux, après avoir terminé 3e à Aspern le 12 avril 1969. Une semaine plus tard, son grand-père l'a complètement coupé de la fiducie familiale. Niki était seul. Il a emménagé dans un minuscule appartement au sous-sol, a survécu avec de la nourriture en conserve et a gagné de l'argent en vendant des photos de courses dans les rues de Vienne. La banque a en fait conservé un dossier intitulé « La », récupérable uniquement si vivant. Niki trouvait ça drôle. Il a dit que cela le faisait conduire plus prudemment, au moins jusqu'à ce qu'il puisse le rembourser. Sa première vraie course professionnelle a eu lieu le 31 août 1968 au Nürburgring Nordschleife, l'une des pistes les plus dangereuses du monde. Il a eu un grave accident. La voiture s'est retournée et il s'est retrouvé à l'envers dans un fossé. Il s'est cassé le nez, mais il a refusé d'aller à l'hôpital. Il s'est mis des mouchoirs dans le nez, est monté dans un train de nuit et a dit à ses parents qu'il avait fait du parachutisme. Il a discrètement noté la vitesse de l'accident, 140, à l'intérieur de son casque. Il voulait la battre la prochaine fois. Cet accident ne l'a pas effrayé. Cela l'a fait calculer le danger comme une formule. Il a dit un jour, « Si le danger vous fait gagner du temps, vous décidez simplement ce qu'une seconde vaut. » En 1970, il a trouvé une autre façon d'entrer dans la course. Il a contracté un autre prêt et a rejoint l'équipe britannique de Formule 3 appelée McNamara. Lors d'une séance d'entraînement, le 18 mai, un autre pilote l'a bloqué. Niki était tellement en colère qu'il a délibérément heurté l'autre voiture à 160 km/h. Tous les deux se sont écrasés. Les officiels voulaient le bannir, mais Niki a montré des images de films prouvant que l'autre pilote avait bougé 2 fois en freinant. L'interdiction a disparu. Les gens ont commencé à l'appeler l'ordinateur parce qu'il restait si calme et utilisait toujours des faits pour se défendre. Même le patron de l'équipe, Bernie Ecclestone, a plaisanté en disant que Niki se jetterait sur sa propre mère si cela signifiait gagner du temps. Marlboro a pris note
et lui a offert un parrainage de 5 000 $, suffisant pour rembourser la moitié de sa dette. Sa réputation de coureur froid et précis était désormais réelle. En avril 1976, sa vie personnelle a choqué tout le monde. Il a rencontré une jeune mannequin austro-chilienne nommée Marlene Kose lors d'un dîner. Ils ont parlé pendant des heures, ont sauté le dessert et ont décidé de se marier seulement 8 jours plus tard, le 13 avril. Ils n'ont dit à personne. Pas de famille, pas de presse. Son grand-père ne l'a découvert qu'en le lisant dans le journal. Après le mariage, au lieu d'une lune de miel traditionnelle, Niki s'est retourné directement au Nürburgring pour tester pour le prochain Grand Prix. Il a effectué 180 tours de préparation pour une course qui allait presque le tuer. En 1971, Niki était allé dans une autre banque et avait obtenu un énorme prêt. Cette fois, environ 225 000 $ en argent d'aujourd'hui. Il l'a utilisé pour acheter un siège de Formule 2 avec March Engineering. Bien qu'il n'ait aucune victoire et à peine aucun résultat, il a dit au patron de l'équipe, Max Mosley, qu'il voulait piloter en Formule 1 immédiatement. Il a fait valoir que courir au Grand Prix d'Autriche attirerait des sponsors. Max lui a donné une chance, et le 15 août 1971, Niki a fait ses débuts en F1 à Lustering. Il s'était qualifié 21e et a abandonné après 20 tours en raison d'une défaillance de la suspension. Il n'a rien gagné, mais il a acquis une expérience en F1 que l'argent ne pouvait généralement pas acheter. L'année suivante, 1972, a été difficile. Il a terminé dernier dans de nombreuses courses, mais dans les coulisses, il s'introduisait dans le garage de l'équipe la nuit pour étudier les données de télémétrie de la voiture. Il a remarqué que la voiture avait des problèmes de poids et des problèmes aérodynamiques au-dessus de 235 km/h. Lorsqu'il l'a souligné, les ingénieurs l'ont ignoré. Lors d'une réunion, il s'est tellement mis en colère qu'il a claqué les données sur la table et a qualifié la voiture de dangereusement stupide. L'équipe est discrètement revenue à l'ancien modèle de voiture. Ses calculs étaient corrects. Et son surnom, l'ordinateur, est devenu permanent. En 1973, il a de nouveau pris une décision audacieuse. Il a signé avec BRM. Mais la seule façon de le faire était de contracter un autre prêt massif garanti par son assurance vie et son futur salaire. Bientôt, il a remarqué quelque chose de louche. L'argent des commanditaires de Marlboro et Shell n'était pas utilisé correctement. Niki a fait des copies des factures et a confronté le patron de l'équipe. Il a failli perdre son siège, mais son coéquipier, Clay Regazzoni, a divulgué l'histoire à la presse italienne. Cet acte d'honnêteté a attiré l'attention d'Enzo Ferrari. Le 3 juin 1973, Niki a pris un grand risque lors du Grand Prix de Monaco. Il a ignoré les ordres de l'équipe d'y aller doucement sur ses pneus. Il a attaqué fort dès le départ et a enregistré un tour plus rapide que le poleman. Mais au 24e tour, le pneu arrière a explosé et il s'est écrasé. Il est sorti en souriant et a dit « Maintenant, je sais ce que la voiture peut et ne peut pas faire. » Le dépisteur de talent de Ferrari regardait et a noté 2 mots à côté du nom de Niki. Trépide et calculé. Cette note a fini sur le bureau d'Enzo Ferrari. En 1974, Niki a rejoint Ferrari grâce à une recommandation de Regazzoni. Il est arrivé avec seulement 2 points de F1 à son actif, et beaucoup ont pensé que c'était un choix étrange. Mais Niki s'est immédiatement mis au travail. Il s'est associé au concepteur Mauro Forghieri pour reconstruire la voiture Ferrari, en déplaçant le cockpit vers l'avant et en modifiant la configuration du radiateur. Il a travaillé sans relâche sur la piste d'essai de Fiorano tout au long de l'hiver. Cette année-là, Ferrari est passé d'une année 1973 sans victoire à une lutte en tête. Le 28 avril 1975, Niki a remporté sa toute première course de Formule 1 au Grand Prix d'Espagne. Il pleuvait au début et il a perdu la tête au début, mais lors d'un arrêt au stand sec, Ferrari l'a exécuté parfaitement. Il a repris la tête et a franchi la ligne d'arrivée en premier. Son coéquipier Regazzoni a terminé 2e. Aucune autre voiture n'était même dans le même tour.
Niki a ajouté une autre victoire cette année-là à Zandvoort et a pris 9 pole positions. Sa saison décisive avait commencé. Même si la voiture avait des problèmes, comme une soupape de surchauffe qui lui faisait perdre de la puissance avec le temps, Niki a aidé Ferrari à passer à travers. Le moteur était délicat et avait besoin de plus de carburant, mais sa conception donnait à la voiture un meilleur équilibre. Cette année-là, Niki et Regazzoni ont remporté 3 courses à eux deux. Ferrari n'était pas parfait, mais ils étaient de retour dans la lutte. La saison 1974 a également apporté des tensions. Niki était plus rapide en qualification, battant Regazzoni 13 fois. Mais en course, Clay avait souvent de meilleurs résultats et a même devancé Niki. Regazzoni a terminé deuxième du championnat, à seulement 3 points d'Emerson Fittipaldi de McLaren. Ferrari est arrivé deuxième au classement des constructeurs. La lutte entre les coéquipiers était intense et le patron de l'équipe, Montezemolo, a essayé d'amener Regazzoni à soutenir Niki, mais Clay voulait gagner pour lui-même. Cette perte en 1974 a donné à Ferrari l'envie de revenir encore plus fort. En mai 1975, quelque chose a changé pour Ferrari. Cela faisait 20 ans qu'il n'avait pas gagné à Monaco. Et cette longue attente s'est finalement terminée lorsque Niki Lauda a franchi la ligne d'arrivée en première place. La piste était mouillée et dangereuse. Des accidents se sont produits tout autour de lui, mais Lauda est resté calme et en contrôle. Il avait pris la pole position avec une avance considérable et n'a pas paniqué même lorsqu'il a dû s'arrêter au stand pour changer de pneus. Au fur et à mesure que la piste séchait, il a continué à attaquer et a terminé à un peu moins de 3 secondes devant Emerson Fittipaldi. La course a été écourtée après 75 tours en raison de la limite de temps. Mais Lauda avait déjà fait sa marque. Cette victoire n'a pas seulement brisé une série. Elle a marqué le début du retour de Ferrari au sommet, ce qu'il n'avait pas vu depuis 1964. Quelques semaines plus tard, en Suède, Lauda était de retour. Cette fois, le week-end a commencé avec une étrange tournure. Victoria Brambilla, qui n'avait pas eu de pole en 5 ans, s'est retrouvé inexplicablement premier sur la grille. Plus tard, il est apparu que son équipe avait utilisé une astuce avec la lumière pour tromper les capteurs de chronométrage. Mais lorsque la course a commencé, la Ferrari de Lauda était tout simplement meilleure. Brambilla a mené pendant un certain temps, mais a dû abandonner en raison de problèmes de pneus. Lauda n'a pas relâché. Il a pris la tête et l'a conservée. Cette course n'était pas seulement une question de victoire. Elle a montré que la 312T de Ferrari était quelque chose de spécial. Cette même voiture les a aidés à remporter 3 championnats des constructeurs consécutifs de 1975 à 1977. Le style de conduite prudent et intelligent de Lauda était la combinaison parfaite pour une voiture qui ne tombait pas en panne quand les autres le faisaient. Puis vint le 7 septembre 1975. Monza, Italie. Lauda avait une chance de remporter son premier championnat du monde et il l'a fait juste là, devant les fans les plus fidèles de Ferrari. Ce jour signifiait encore plus, car il mettait fin à une disette de 11 ans pour Ferrari dans le championnat des pilotes. Lauda n'avait que 26 ans. Il n'y a pas si longtemps, il était un pilote qui devait emprunter de l'argent juste pour obtenir un siège. Maintenant, il était champion du monde. La Ferrari 312T, avec sa conception de boîte de vitesse spéciale et un meilleur équilibre, avait fait son travail. Tout comme Lauda. Ce moment à Monza n'était pas seulement une victoire. C'était une célébration du travail acharné qui finissait par porter ses fruits. Un mois plus tard, le 5 octobre, Lauda a couru à nouveau à Watkins Glen, aux États-Unis. La sécurité devenait une préoccupation majeure dans le sport. Et cette course a rappelé à tout le monde pourquoi. Même si les détails concernant un incendie de carburant n'ont pas pu être confirmés, toute cette année avait été remplie de quasi-accidents et d'accidents graves. Lauda parlait souvent de la dangerosité de tout cela, disant que les pilotes couraient parfois dans ce qu'il appelait des conditions suicidaires. Sa façon de penser au risque le distinguait. Il calculait tout. Et quand les choses tournaient mal, ce n'était pas parce qu'il n'était pas prudent.
En 1976, l'AA a commencé fort. Il a gagné au Brésil le 7 mars et en Afrique du Sud le 13 mars. Mais juste avant le début de la saison, des problèmes s'y sont apparus. Lors des essais en février, le nouveau moteur de Ferrari n'arrêtait pas de tomber en panne. L'AA ne s'est pas retenu. Il a dit à la presse que c'était de la camélote peu fiable. Cela a rendu Enzo Ferrari furieux. Certains membres de l'équipe ont même parlé de remplacer l'AWA, mais le moteur était tombé en panne 3 fois en 2 jours. L'honnêteté de l'AA a failli lui coûter son siège, mais à la fin, Ferrari l'a gardé. Puis vint le 28 mars à Long Beach. L'ASE conduisait vite, peut-être trop vite. Dans la dernière partie de la course, ses pneus ont commencé à se désintégrer. Les vibrations étaient si fortes qu'il ne sentait plus ses mains. Il ne pouvait même pas voir clairement la piste. Pourtant, il ne s'est pas arrêté. Le pneu a finalement explosé lors du tour de refroidissement. S'il avait conduit seulement 2 tours de plus, cela aurait été un accident mortel. Mais d'une manière ou d'une autre, il y est parvenu. Il a gagné cette course avec 42 secondes d'avance. C'était audacieux et c'était imprudent, mais ça a marché. Puis vint quelque chose de plus sombre. Le 26 juillet, quelques jours avant le Grand Prix d'Allemagne, l'AA s'est levé devant tous les pilotes et a dit qu'il ne devrait pas courir au Nürburgring. Il avait préparé un rapport montrant que la piste était un piège mortel. Seulement 8 commissaires de piste sur un circuit de 14 mètres. Pas d'hélicoptère pour les 6 premiers milles. Presque pas d'extincteurs. Des postes médicaux trop éloignés. L'AWA les a suppliés de voter contre la course, mais le vote a été de 24 contre 1. Seul l'AA a voté non. Les gens se sont moqués de lui, l'ont traité de peureux. On dit qu'il perdait ses nerfs. James Hunt s'est moqué de lui, mais l'AWA avait raison. Et il deviendrait bientôt clair à quel point il avait raison. Pendant que tout cela se passait, quelque chose de déchirant s'est produit que personne ne savait. En février 1976, la femme de l'AWA, Marlène, a fait une fausse couche alors qu'ils étaient en vacances en Autriche. Elle a perdu leur bébé à 16 semaines. Là n'en a jamais parlé à personne chez Ferrari. Il l'a gardé pour lui et s'est jeté plus profondément dans la course. Il a dit plus tard que cela le faisait se sentir mort à l'intérieur. Cette perte est devenue une sorte de carburant pour lui. Il a commencé à rester sur la piste jusqu'à minuit, étudiant chaque minuscule détail, essayant de gagner plus que jamais auparavant. Mais le danger était toujours proche. Le 15 juillet, lors d'essais sur la piste de Fiorano de Ferrari, l'A a eu un grave accident. Il avait averti l'équipe que le nouvel aileron arrière n'était pas sûr. Il avait même vu des fissures dans le métal, mais ils l'ont quand même mis sur la voiture. Au 47e tour, l'aileron s'est cassé et il a fait un tête-à-queue à 240 km/h. Il s'est cogné la tête et a eu besoin de 8 points de suture. Seulement 3 jours plus tard, il courait à nouveau au Grand Prix de Grande-Bretagne. Il s'est qualifié 3e et a terminé 2e, même s'il voyait double pendant les essais. Ferrari a qualifié cela d'incident mineur, mais cela aurait pu être bien pire. Puis vint le cauchemar du premier Euro 76 au Nürburgring. Juste comme l'A l'avait averti, la catastrophe a frappé. Au 2e tour, sa Ferrari a dévié au virage Berck et a heurté le talus. La voiture a pris feu. L'A a été piégé à l'intérieur du cockpit en feu pendant 55 secondes. Son casque s'était détaché, son visage était exposé. La fumée toxique lui a brûlé les poumons. Il était éveillé tout le temps, essayant de s'échapper alors que le feu faisait fondre sa peau. Il a failli mourir devant le monde entier. 4 pilotes courageux n'ont pas hésité. Arturo Merzario, Brett Langer, Guy Edwards et Harold Ertel ont arrêté leur propre voiture et se sont précipités dans le feu. Merzario a essayé 3 fois de défaire la ceinture de sécurité de l'A. Langer lui a attrapé les épaules. Merzario s'est brûlé les mains en sortant l'A. Les commissaires de piste sont restés là sans rien faire. Sans ces pilotes, l'A serait mort. Quand ils l'ont finalement sorti, sa combinaison était fondue sur son corps. Il criait de douleur.
Ce que les gens ont vu après cela était obsédant. Son visage ressemblait à de la viande crue. Un côté avait complètement disparu. Son oreille, ses paupières, même son cuir chevelu. Et pourtant, il pouvait encore murmurer. Des témoins l'ont entendu dire « Dites à Marlène que je l'aime ». Puis il a commencé à s'évanouir. À l'hôpital, les médecins ont dit qu'il n'avait plus que quelques heures à vivre. Ils ont appelé un prêtre pour lui donner les derniers sacrements, mais La'a a refusé de mourir. Ses poumons étaient remplis de poison. Il devait aspirer le liquide constamment. C'était si douloureux que la plupart des gens les auraient suppliés d'arrêter. La'a ne l'a pas fait. Il leur a dit de continuer encore et encore. Il a également refusé tous les analgésiques. Les infirmières ont dit que changer ses bandages donnait l'impression d'enlever du papier mouillé de la peau à vif. C'était une pure agonie. Mais La'a voulait que son esprit reste clair. Il croyait que s'il engourdissait la douleur, il ne serait peut-être pas assez vif pour courir à nouveau. Alors, il est resté pleinement éveillé. À travers chaque nettoyage, chaque greffe de peau, chaque cri qui ne sortait jamais, les infirmières le suppliaient de prendre de la morphine. Il a dit non. Il voulait garder le contrôle, même si cela signifiait souffrir comme personne d'autre. Cette décision est devenue une partie de la légende de la Formule 1. Sa femme Marlène s'est évanouie la première fois qu'elle l'a vu à l'hôpital. Son visage était méconnaissable. Il ressemblait à quelqu'un qui sortait d'une guerre. L'homme qu'elle avait épousé se cachait maintenant derrière des cicatrices et des bandages. La'a a dit plus tard qu'il y avait des nuits où il souhaitait ne pas avoir survécu. Il a pensé à tout arrêter, mais au lieu d'abandonner, il a transformé sa douleur en colère. Et cette colère était dirigée contre Ferrari. Il les a blâmés pour la mauvaise sécurité dans la voiture. Cette rage lui a donné quelque chose à quoi s'accrocher quand tout le reste s'effondrait. Mais son mariage a commencé à en souffrir. Marlène ne pouvait plus voir l'homme qu'elle avait connu autrefois. Le feu avait brûlé plus que sa peau. Seulement 33 jours après l'accident, alors qu'il saignait et vomissait encore de douleur, La'a est de monter dans une Ferrari et l'a conduite en secret. C'est arrivé le 3 septembre 1976. Son visage était enveloppé de bandages. Ses mains fonctionnaient à peine, mais il a fait tour après tour. Certains mécaniciens ont dit qu'il ressemblait à un fantôme derrière le volant. Il saignait sur le siège, mais il ne s'est pas arrêté. Il ne voulait pas que la presse le voie qu'il était comme ça. Si quelqu'un le découvrait, sa carrière pourrait être terminée. Alors, il l'a gardé caché, sachant exactement ce qui était en jeu. Seulement 42 jours après l'accident, le 12 septembre 1976, La'a a choqué tout le monde en revenant courir à Monza. Les gens n'arrivaient pas à y croire. Ses blessures étaient encore fraîches. Le sang imprégnait sa cagoule. Son casque a dû être spécialement conçu juste pour réduire la douleur. Il a terminé 4e, mais à l'intérieur, il était terrifié. Il a admis plus tard qu'il était raide de peur pendant tout le week-end. Même Enzo Ferrari ne s'attendait pas à ce qu'il revienne si tôt. Ferrari l'avait déjà remplacé par un autre pilote, mais La'a s'est présenté quand même. Pendant que La'a luttait contre la douleur, James Hunt vivait une vie très différente. Hunt faisait la fête, buvait, courait après les femmes. La'a pensait que Hunt essayait de le briser mentalement. Des rumeurs se répandaient selon lesquelles La'a avait perdu son courage, qu'il ne serait plus jamais le même. La'a est devenu obsédé par l'idée de prouver qu'ils avaient tort. Les médias adoraient. Le côté sauvage de Hunt. La'a était calme et sérieux. La rivalité n'était plus seulement sur la piste, elle était dans leurs esprits. Et pourtant, même avec toute la pression, les deux hommes ont quand même dit qu'ils étaient amis. Ils avaient autrefois couru ensemble en Formule 3, voyageant comme des nomades à travers l'Europe. Mais maintenant, chaque course ressemblait à une guerre. Au Canada, Alain a remporté le Grand Prix. Mais cela a eu un prix énorme. Ses mains tremblaient encore à cause de l'accident et cela rendait le changement de vitesse difficile. Encore pire étaient les crises de panique. Pendant la course, il voyait parfois des flammes dans son esprit. Il pensait que la voiture était de nouveau en feu.
Après la course, il a choqué les journalistes en disant qu'il avait dû lutter contre la peur tour après tour. Il rêvait encore de l'accident. Chaque victoire avait un coût élevé. Après le Canada, il a sérieusement pensé à abandonner. À la maison, il s'éloignait de sa famille. Son mariage se fissurait. Il parlait à peine. Il n'arrivait pas à dormir. Il ne savait plus qui il était. Puis vint la dernière course de la saison 1976, le Grand Prix du Japon. La pluie tombait si fort que c'était comme conduire à travers une cascade. Là, ne pouvait pas voir. Ses canaux lacrymaux endommagés aggravaient la situation. Après seulement 2 tours, il s'est arrêté au stand et est sorti de la voiture. Il a refusé de courir. James Hunt a terminé 3e et a remporté le titre avec un seul point d'avance, 69 contre 68. Ferrari était furieux. Ils ont accusé là d'être un lâche. Les journaux italiens ont qualifié cela du plus grand acte de peur de l'histoire du sport. Mais là s'en fichait. Il a dit que courir ce jour-là aurait été un suicide. Il a choisi la vie plutôt que le titre. Son mariage a failli se terminer cette année-là. Marlène ne pouvait pas gérer les changements en lui. Il passait des jours enfermé dans des pièces sombres, hanté par des flashbacks. Il est devenu obsédé par la sécurité incendie, installant des détecteurs de fumée partout. Il a refusé de cuisiner au gaz. Il n'arrivait pas à dormir. Il criait la nuit. À la fin de 1976, Marlène est partie avec leurs enfants. Là a admis plus tard que l'accident ne l'avait pas seulement presque tué, il avait presque détruit son monde entier. En 1977, l'AA a remporté son 2e championnat avec Ferrari, mais la relation avec Enzo Ferrari était rompue au-delà de toute réparation. Le 11 septembre, Ferrari a remporté le championnat des constructeurs. Seulement 4 jours plus tard, le 15 septembre, ils se sont séparés de l'AE. Il a quitté l'équipe avant les 2 dernières courses et le 27 septembre, Ferrari a annoncé qu'un jeune pilote canadien nommé Gilles Villeneuve serait son remplaçant. Là est parti en disant « Voyons où je suis dans 2 ans et où est Ferrari ». C'était la fin d'un chapitre célèbre. En 1978, il a rejoint Brabham sous la direction de Bernie Ecclestone. Mais les voitures n'étaient pas bonnes. Il n'a gagné que 2 courses. En 1979, il a démissionné en milieu de saison et a déclaré « J'en ai assez de conduire en rond ». Il s'est tourné vers sa compagnie aérienne, Lauda Air, qu'il avait créée la même année. Elle a connu une croissance rapide, mais en 1991, la tragédie a frappé. Le vol 004 de Lauda Air s'est écrasé en Thaïlande, tuant 213 passagers et 10 membres d'équipage. L'AA s'est rendu lui-même sur le lieu de l'accident. Il a testé le scénario de vol 15 fois dans un simulateur. Il a montré que l'accident n'aurait pas pu être évité. Boeing a finalement accepté sa responsabilité. L'AA a soutenu ses pilotes et sa compagnie aérienne, prouvant une fois de plus qu'il ne reculait jamais devant un combat. En 1982, après 3 ans d'absence de la course, l'AA est revenue. McLaren lui a offert 3 millions de dollars par an, le salaire le plus élevé de la F1 à l'époque. Au Grand Prix d'Afrique du Sud, il a mené une grève des pilotes contre des règles contractuelles injustes. Puis, il a remporté le Grand Prix de Long Beach dès sa 3e course. Cette victoire a prouvé qu'il avait encore ce qu'il fallait. Il a exigé un autre million de McLaren, affirmant qu'il n'avait été payé que pour du travail de promotion. Ce retour a ouvert la voie à son dernier championnat. En 1944, l'AA a remporté son 3e titre mondial. Il a battu son coéquipier Alain Prost de seulement un demi-point, 72 contre 71,5. C'était la course au titre la plus serrée de l'histoire de la F1. L'AWA a dit qu'il détestait Prost au début. Prost était jeune, rapide et intelligent. La savait qu'il était sa plus grande menace, mais La a utilisé la stratégie et la constance. À Monaco, les deux ont lutté contre des problèmes de voiture, mais le talent de course de l'a aidé à s'en sortir. Cette saison a été faite de jeux d'esprit et de pression, mais La a pris le dessus. Il a transformé ses brûlures en quelque chose de puissant.
Il a toujours porté une casquette rouge après 1976 pour couvrir les cicatrices. Cette casquette est devenue une fortune. Des entreprises ont payé plus d'1 million de dollars juste pour y mettre leur logo. D'abord Parmalat, puis Westman, puis Ehrlichon. En 2011, il a déclaré que le petit espace avant de la casquette rapportait 1,2 million de dollars par an. La casquette est devenue plus qu'une simple couverture. C'était une marque. C'était la survie transformée en affaires. En 2012, la WA a aidé Mercedes à engager Lewis Hamilton. Cette décision a changé l'avenir de l'équipe, mais le passé de la WA le rattrapait. Le feu auquel il avait survécu en 1976 avait empoisonné ses poumons. Il a subi 2 transplantations de reins, une en 1997 et une autre en 2005. Puis, en 2018, il a attrapé la grippe pendant ses vacances à Ibiza. Elle s'est transformée en infection pulmonaire. Le 2 août 2018, les médecins lui ont fait une double greffe de poumons. Ils ont dit que sans cela, il ne lui restait que quelques jours à vivre. Il a dit plus tard que l'opération était pire que l'accident. Il a dû être isolé pendant des mois. Il était sous dialyse. Les médicaments anti-rejet l'ont encore plus affaibli. Il a fait des allers-retours à l'hôpital tout au long de l'année 2019. Le 20 mai 2019, Niki Lauda est décédé à l'âge de 70 ans. Ses reins ont cessé de fonctionner, incapables de supporter le traitement après la greffe de poumon. Son médecin a dit qu'il n'y avait pas une seule cause. C'était la fin d'un long combat. Un combat qui a commencé en 1976 et qui ne s'est jamais vraiment arrêté. Certains disent que ses derniers mots étaient une blague sur le fait d'avoir encore une fois trompé la mort. Mais cette fois, l'accident l'avait finalement rattrapé. Il avait fallu 43 ans et avec cela, la Formule 1 a perdu l'un de ses guerriers les plus coriaces.